Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je suis très très fier de ce live qu'on va faire ensemble et je suis très très fier de recevoir spécifiquement notre invité. Très fier, mais aussi, je casse l'ambiance directe, très inquiet. Car je ne vous le cache pas, hein, cette interview qui a lieu quelques jours seulement avant le premier tour des élections législatives anticipées, c'est un peu une façon pour moi de sortir du bois. Bon, j'étais déjà sorti du bois sur Twitter depuis longtemps, mais les personnes qui me suivent sur d'autres plateformes pouvaient croire que j'étais encore planqué dans la forêt. Bref, je vais assumer auprès des gens qui me suivent sur YouTube, notamment, un positionnement politique, hein, très clair, hein. Il faut tout faire pour battre le Rassemblement national. Tout. Et à titre personnel, hein, je suis profondément persuadé que la seule façon de le faire, c'est de soutenir la seule dynamique qui s'oppose à ce Rassemblement national de façon consistante, c'est-à-dire le Front populaire. Oui, chère communauté, je ne m'en suis jamais vraiment caché, je suis de gauche. Certains sur TikTok l'ont d'ailleurs déjà bien compris, les vagues d'insultes et de procès en gauchisme que je me prends parfois. Bref, je suis de gauche, même si habituellement ce n'est pas ce qui importe dans le contenu que je produis sur mes réseaux, car je traite d'histoire des religions. Je le fais avec le recul des sciences sociales. Je le fais de façon honnête et je l'espère solide universitairement. Bref, ceci étant dit, le moment est historique. Le moment, il est grave. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire à ma modeste échelle pour soutenir la dynamique du Front populaire sans m'éloigner trop de la ligne éditoriale de ma chaîne. Et je me suis dit que c'était du coup l'occasion enfin d'interviewer quelqu'un que j'avais en vue depuis, quelqu'un que j'admire et dont le combat tombe plein dans la thématique de ma chaîne. En effet, Nicolas Cadenne, que l'on va recevoir dans quelques instants, est candidat sans étiquette, mais investi par Europe Écologie Les Verts sous la bannière du Front Populaire dans la sixième circonscription, dans la sixième, pardon, j'ai mal prononcé, circonscription du Gard. Mais surtout, et c'est ce qui va pas mal nous intéresser ce soir, il a été rapporteur général de l'excellent Observatoire de la laïcité jusqu'à ce que la Macronie décide de mettre fin brutalement à cette structure en juin 2021. La laïcité, la vraie, telle qu'elle s'est forgée sur le long terme, avec comme pinacle la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État que l'on doit à Aristide Briand, la laïcité bien loin des dérives néo-laïques du pouvoir actuel, voilà bien quelque chose qui m'intéresse énormément et qui est en plein dans la ligne éditoriale de ma chaîne. Bonsoir, David Pelu, au passage. La laïcité, donc je disais, en plein dans la thématique de ma chaîne. Donc aujourd'hui, Nicolas Cadenne, on va pouvoir parler avec lui de son parcours, on va pouvoir revenir sur son activité passée de rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, on va pouvoir parler également de la Vigie de la laïcité qu'il a créée par la suite avec Jean-Louis Bianco. On fera avec lui un point sur la situation générale de la laïcité en France et d'éventuellement si elle est en danger potentiellement face au coup de boutoir des néo-laïcs à son encontre. Et puis, bien entendu, on terminera avec la situation politique actuelle et avec le nouveau Front populaire qui a pour vocation à faire barrage à l'extrême droite. Bref, c'est 30 deniers pour Élie Garé. Et avant de retrouver notre invité, vous le savez, c'est l'heure du générique. On est avec Nicolas Cadenne. Bonsoir Nicolas Cadenne. Et bonsoir. Bon, et bien voilà, j'ai fait un petit portrait rapide déjà en interview, Nicolas. Merci d'être avec nous. Mais revenons un petit peu plus sur ce portrait, j'ai dit votre parcours. Nicolas Cadenne, avant l'Observatoire de la laïcité, qu'est-ce qui vous a amené à devenir rapporteur général de cette structure? Ben, je sais pas trop. Je pense que c'est une multitude de coïncidences. Enfin, j'ai toujours été intéressé par le sujet de la laïcité, mais il n'y a évidemment pas de, comment dirais-je, il n'y avait pas de diplôme pour être rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, hein. Il n'y avait pas de qualification particulière à avoir, si ce n'est évidemment bien connaître le sujet et en connaître le droit. Ça, c'était mon cas.
Je suis juriste de formation, j'ai un DEA et un DESS, donc des masters 2 en droit, en liberté fondamentale, notamment en droit public. Et puis, surtout, j'ai toujours été très intéressé par ce sujet et donc j'avais déjà dans le passé, écrit, tout un tas de d'articles, notamment dans des revues spécialisées sur, la laïcité et puis j'avais pu en échanger avec certaines, personnalités politiques et également assez engagées sur le sujet comme par exemple, Vincent Peillon, qui a pu, largement écrire, là-dessus. Et puis il est arrivé un moment donné où, le gouvernement de l'époque de Jean-Marc Ayrault, sous, François Hollande, a souhaité réactiver une instance qui donc s'appelait l'Observatoire de la laïcité, mais qui n'avait jamais été installée, mais qui avait été créée par un décret de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac en 2007. Nicolas Sarkozy, qui était arrivé au pouvoir en 2007, n'avait jamais voulu, mettre en place cet observatoire instauré par un décret juste avant, son accession au pouvoir, quand c'était la fin du mandat de Jacques Chirac. Parce que lui, il avait préféré une instance, comment dirais-je? Dont les membres étaient directement nommés, par, lui-même, pour traiter de cette question, en plus de traiter de la question de l'immigration. Donc déjà, il faisait un lien un petit peu étonnant entre immigration et laïcité, Ouais. alors que la laïcité concerne C'est tout le monde. c'est à lui qu'on devait déjà le grand débat aussi sur l'identité nationale, donc je suppose qu'il enfin, il était déjà coutumier du fait de tout mélanger un Exactement. peu comme ça, quoi. Ouais, il était déjà dans ce confusionnisme et en revanche, quand, la gauche est arrivée au pouvoir, il y a eu une volonté quand même de restaurer ce décret, bien que rédigé par la droite chiracienne. Parce que, le décret était plutôt bien fichu. C'était donc d'instaurer une instance qui soit transpartisane, composée de parlementaires, de l'opposition comme de la majorité, mais également de personnalités reconnues pour leurs, travaux scientifiques sur la matière de la laïcité et aussi enfin, composée de représentants de tous les ministères concernés pour pouvoir assurer une application rapide des avis, émis par cette instance. Et donc hop, ils ont mis en place cette instance. À ce moment-là, il leur fallait un duo à sa tête, c'est-à-dire un président et un rapporteur général. Le président est bénévole et fait ça comme quand il le peut. Le rapporteur général est là, pour gérer une équipe permanente et traiter et conduire les travaux de manière effective tous les jours. Là, à ce moment-là, ils ont choisi un président qui faisait assez consensus dans le paysage politique et qui avait une importante carrière, derrière lui et qui était conseiller d'État, donc juriste également et donc connaisseur de la matière, mais qui était, un élu, apprécié tant à droite qu'à gauche, c'est-à-dire c'était Jean-Louis Bianco, qui avait été secrétaire général de l'Élysée, le plus jeune secrétaire général de l'Élysée pendant le plus longtemps sous Mitterrand, avait été ministre, avait été député, président de département et cetera et cetera. Bon, Et autant puis dire à qu'on côté est on est sur tout sauf, le cliché de l'islamo-gauchiste, quoi, comme on ah ouais, pas du pourrait tout, c'est vraiment la l'entendre ensuite par la personnalité. Macronie, hein. Ah ouais, ouais, c'était une personnalité reconnue de toutes et tous, très appréciée, même à droite donc et très, respecté et respectable, sérieux, pas du tout, extrémiste et effectivement absolument pas islamo-gauchiste et en duo avec lui, il était donc recherché un permanent qui puisse, qui connaisse bien la matière et qui en même temps connaissait bien, Jean-Louis Bianco pour pouvoir travailler, en bonne entente. Et donc, a priori, je cochais les cases parce que dans le passé, j'avais été collaborateur parlementaire de Jean-Louis Bianco. Je le connaissais donc très bien, on s'entendait très bien, on travaillait très bien ensemble. Et parce que j'avais ses compétences juridiques en la matière et que j'avais déjà pu faire savoir mon expertise sur le sujet. Et donc, du coup, effectivement, ils se sont dit, bon, ben, ça collera bien. On va nommer Nicolas Cadenne, rapporteur général, Jean-Louis Bianco, président. Et puis d'ailleurs, ce président qu'est Jean-Louis Bianco a été très actif et bien que bénévole, a été très, très présent, pour, Ouais. mener à bien les travaux de l'observatoire avec moi. Ouais, vous avez été un vrai duo. Alors, bonsoir, petite, cuillère. Il y a Ouraki qui dit bonsoir à Nicolas Cadenne également. Et puis, bonsoir, Stalwart qui est, avec nous. N'hésitez pas, hein, dans le chat, vous pouvez intervenir comme à chaque fois. Je ferai diligemment, remonter vos remarques. Donc, cet organisme, donc, cet observatoire de la laïcité est créé. C'était donc, les missions qui étaient fixées, c'était quoi en fait? C'était prendre la température de la laïcité en France, mais pas que, parce que vous aviez aussi un volet pédagogique en fait d'intervention. Oui, l'émission, bon, bah, c'était alors déjà en 2007 quand, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient voulu instaurer cette, instance, c'était, parce que déjà le débat était assez
tendu sur le sujet suite, c'était le cas depuis un peu avant la loi de 2004 et puis toujours depuis en ça continue à l'être après la loi de 2004 et donc l'objectif premier c'était effectivement, de dresser un panorama du débat public et de comment était traitée la laïcité en France et comment elle était appliquée, bien ou pas bien et puis aussi d'essayer d'apaiser la situation pour, qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on ne fasse pas de ce principe de la laïcité un instrument politicien et idéologique, qui finalement conduisent à de mauvaises applications, de la laïcité et à des torsions dans un sens ou dans un autre de ce principe républicain. Donc effectivement, première mission, dresser un état des lieux et ça on l'a fait tout de suite. Les premiers mois de notre, les premiers mois de l'observatoire ont été dédiés à cet état des lieux de comment, s'appliquer la laïcité sur le terrain, comment elle était perçue, connue, dans l'opinion, et comment elle était traitée, dans le débat public. Ensuite, c'était, évidemment d'apporter une expertise juridique sur ce sujet à ce sujet et donc de répondre aux interpellations des acteurs de terrain, mais aussi des collectivités locales et des, associations qui ont à appliquer la laïcité au quotidien. Et puis c'était, ensuite on s'est assigné d'autres missions d'aller sur le terrain pour, être, à l'écoute de ces praticiens de la laïcité, que ce soit des enseignants, des acteurs associatifs, des fonctionnaires, dans leur diversité, et puis aussi de les accompagner, de les aider, d'éviter les contentieux, donc en rappelant le droit très précisément, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire et cetera, donc d'éviter les contentieux en justice et puis aussi de faire œuvre de pédagogie, ouais, d'expliquer ce qu'était vraiment ce principe dans le débat public. Parce que le débat public commençait à être saturé de cette notion, mais on entendait déjà beaucoup de bêtises à ce sujet. Et donc, il était de notre responsabilité de rappeler ce qu'était vraiment la laïcité pour qu'on cesse un petit peu de dire n'importe quoi à ce sujet. Et du coup, ce qui du coup avait pour risque évident une mauvaise application sur le terrain Oui. avec des conséquences négatives. Et également, on s'est donné pour mission de concevoir des plans de formation à la laïcité et d'accompagner la formation du plus grand nombre à cette notion parce que très vite on s'est rendu compte qu'elle était profondément méconnue en réalité, que tout le monde pensait et c'est toujours un peu le cas, savoir ce qu'était la laïcité, mais qu'en réalité quand on va dans le détail, eh bien les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la laïcité. Alors justement, venons-en à cette question sur ce qu'est la laïcité, puisque il existe un débat sur est-ce qu'on doit s'en tenir à une position strictement juridique quant à la laïcité, le droit, rien que le droit, ou est-ce qu'on considère que c'est une philosophie plus large qui déborde du cadre du droit. L'Observatoire de la laïcité en était à une position de défendre pour le coup, justement, puisque en démocratie, on ne peut faire que ça, d'ailleurs, en vérité. Mais il est vrai que c'est un objet complexe, la laïcité, à aborder, puisque la loi de 1905, qui est souvent citée, et que j'ai cité moi-même comme étant le pinacle de cette laïcité à la française, le mot laïcité n'apparaît pas dans cette loi, par exemple. Et puis, on peut dire que la laïcité, c'est aussi, quelque part, les lois de Ferry sur l'éducation nationale gratuite et laïque. On peut dire que la laïcité, en fait, c'est l'ensemble des mécanismes légaux par lesquels l'État français régit son rapport au culte. Et paradoxalement, on pourrait dire que la création d'une caisse de retraite pour les prêtres, comme la Cavimac, ce serait une bizarrerie de la laïcité française aussi. On pourra revenir là-dessus, mais du coup, comment vous la définissez, comment vous la voyez, vous? Bah, déjà la laïcité évidemment qu'elle vient pas de nulle part. Donc il y a eu tout un développement au fil des siècles, des temps, de l'idée laïque, de ce qu'allait devenir la laïcité et donc la laïcité émane évidemment de réflexions philosophiques nombreuses et notamment on pourrait citer, Baruch Spinoza, on pourrait citer John Locke, on pourrait citer, encore avant eux, le philosophe protestant, Pierre Bayle, en son temps, au XVIIe siècle. On pourrait même citer Roger Williams, qui est un théologien américain qui en réalité a même mis en application ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la laïcité dès 1637 dans le futur État du Rhode Island, dans la ville aussi de Providence. Donc la laïcité, évidemment, elle émane d'une réflexion longue au fil des temps. On pourrait remonter, là j'ai cité ces philosophes, mais on pourrait remonter presque à l'Antiquité en fait, et au fur et à mesure, pour aboutir à cette séparation, cette idée de séparation entre les organisations religieuses et l'État, mais aussi cette idée de liberté de conscience
et donc notamment de culte, de liberté de croire, de ne pas croire, d'égalité, quelles que soient vos convictions. Et en fait, du coup, là, je vous ai déjà un peu défini ce qu'était la laïcité dans sa conception française, mais pas que d'ailleurs. C'est effectivement ce qui va nous garantir cette liberté de croire, de ne pas croire, de plus croire, de recroire, de ce que vous voulez, et d'exprimer donc une croyance ou une non-croyance. Donc on peut évidemment exprimer et défendre et promouvoir une religion dans, dans un état laïque, mais on peut aussi critiquer une croyance, tout ça dans le respect mutuel. C'est aussi l'égalité, donc l'égalité de toutes et tous devant la loi, quelle que soit leur conviction ou leur croyance, que vous soyez croyant ou non, vous devez être traité exactement de la même manière par l'État qui doit être impartial. Et même au sein d'une même croyance, vous pouvez avoir différentes pratiques. Là encore, vous êtes traité de la même manière. Et puis, c'est aussi ce qui concourt à la fraternité, parce qu'en fait, la laïcité suppose le respect de l'autre, dans sa croyance ou dans sa conviction. Et ça suppose aussi la citoyenneté commune. On a toutes et tous, on est égaux en droit, n'est-ce pas? Et donc, là encore, quelles que soient vos convictions ou croyances, on a les mêmes droits. Donc, citoyenneté commune, donc tout cela, et respect de l'autre, donc Mmh. ce qui concourt à l'idéal de fraternité. Donc, la laïcité, en fait, c'est un principe juridique, même, mais qui émane bien sûr d'une réflexion philosophique au long cours, et qui va permettre d'appliquer vis-à-vis des convictions et des croyances la devise républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce n'est pas une valeur en tant que telle qu'on apprécierait subjectivement, et c'est pas une valeur qu'on ajoute au triptyque républicain. C'est un principe qui permet la déclinaison du triptyque Ouais. républicain, liberté, égalité, fraternité, en ce qui concerne les croyances et les convictions. J'ai plein de questions là qui me viennent, mais d'abord je me tourne vers le chat. Seb Paris 007, bonsoir, nous pose 2 questions. On va rebondir sur la première puisque la deuxième, je me la garde sous le coude pour après. La première, c'est: la France est-elle une exception dans le monde ou d'autres pays ont-ils la même approche que nous? Donc ça, on pourrait répondre. Il pose ensuite comme question: laïcité, pourquoi ce mot sans la poudre aujourd'hui dans notre pays? C'est quelque chose dont on reviendra là-dessus, je pense, une fois qu'on parlera peut-être des bisbilles avec les néo-laïcs que j'ai mentionné au début de mon introduction. Mais en tout cas, voilà, sur les autres pays, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus déjà? Ouais, non, effectivement, à l'inverse de ce qu'on entend souvent, la laïcité, c'est pas du tout une exception française. J'ai parlé tout à l'heure de Roger Williams qui a instauré ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler la laïcité dès 1637 aux États-Unis. Et effectivement, quand les États-Unis se sont réellement créés, le premier amendement rappelle bien cette séparation entre les cultes et la religion. Et donc, on a aux États-Unis encore aujourd'hui, même si c'est largement remis en cause par de récents arrêts de la Cour suprême, qui est composée de membres très conservateurs et plutôt opposés Ouais. à la laïcité américaine. Si je mets de côté ces revirements actuels, l'État américain est un État laïque puisque l'État fédéral est séparé des religions comme chez nous, avec une impossibilité, mais c'est justement notamment ça qui est en train d'être mis en cause par la Cour suprême, mais pour le moment, une impossibilité pour l'État fédéral, par exemple, de subventionner des écoles privées confessionnelles, alors que la France le Absolument, fait d'ailleurs sur le coup. absolument. Donc la séparation sur le coup est plus nette là-bas pour le moment, C'est vrai que et là, il y a avec eu aussi le cas du gouverneur du Texas, je crois, qui a dit que dans toutes les écoles, il fallait afficher les 10 commandements. C'est tombé là il y a quelques jours, mais justement, c'est contesté en justice par des associations de défense des libertés au nom du principe de séparation des églises et de l'État. exactement, Et donc, bah, il va falloir que la Cour suprême se on va prononce. On va voir voir quelle jurisprudence elle exactement, va faire, mais ce serait. exactement, on va voir ce que dit la Cour Justement, suprême. d'ailleurs, dans leur défense, ils ont bien conscience de cette impossibilité constitutionnelle, puisque ce que dit le gouverneur en question, c'est que non, non, c'est pas parce que c'est religieux, c'est parce que ça a une valeur culturelle que je Voilà. l'affiche. Donc il essaie de contourner le truc, en fait. Exactement, Ouais. exactement, hein. La seule fois où la religion est traitée dans la Constitution américaine, c'est pour dire qu'elle est séparée. Et effectivement, même les fonctionnaires, certains fonctionnaires fédéraux comme les agents du FBI par exemple ou les juges fédéraux ne peuvent pas porter de signes distinctifs religieux comme c'est le cas pour, l'ensemble sur le coup, des fonctionnaires en France par exemple. Donc il y a cette idée de séparation qui existe et de laïcité qui existe aux États-Unis. En revanche, la différence qu'on a avec les États-Unis, c'est que la société américaine, elle, est très croyante, beaucoup plus que ne l'est la société, française dans sa population. Et donc en revanche, effectivement, aux États-Unis, la société et le monde politique parlent tout le temps de religion, parce que c'est une société beaucoup plus croyante. Et c'est pour ça que les hommes politiques parlent beaucoup, et les femmes politiques américaines parlent beaucoup de religion, du fait de cette croyance très omniprésente dans le paysage américain. En France aussi, hein, les élus pourraient parler religion en soi. Les élus ne sont pas soumis à la neutralité, sauf exception, j'y reviendrai.
Mais comme aux États-Unis, ils ne le sont pas, ce sont les fonctionnaires, fédéraux qui le sont donc et par exemple, le président américain n'est pas du tout obligé de prêter serment sur la Bible, ça c'est un usage, c'est une sorte de mimétisme depuis George Washington, mais en fait, il y a des présidents américains qui ont prêté serment sur des textes juridiques, qui prêtent serment sur ce qu'ils veulent. Pareil dans un procès américain, vous prêtez serment sur ce que vous voulez. Pareil aussi, la devise américaine, la réelle, enfin la réelle, celle qui est inscrite sur le sceau, des autorités américaines, c'est une devise latine qui, en gros, est très proche de la devise latine de l'Union européenne unie dans la diversité. C'est pas du tout une devise qui renvoie à la croyance. La devise que l'on lit sur les billets de banque, In God We Trust, est finalement assez récente, elle date des années 50 et c'est très lié aussi, d'une part, au fait qu'aux États-Unis, comment dirais-je? Heu, la croyance est très forte dans la société, mais c'est une croyance presque au peuple américain et quelle que soit votre croyance, on s'en fiche. C'est pas une croyance figée en un Dieu donné et ensuite, d'autre part, c'était dans une époque de guerre froide intense pour s'opposer à l'athéisme soviétique. Donc c'est vous voyez, c'est quand même des choses Et de la à même façon, la réaffirmation aussi est très forte le renouveau évangélique, aux États-Unis peut être aussi comme une conséquence du choc des civilisations voulu par Bush et du fait d'affirmer quelque part un christianisme triomphant face à l'islam. Il y a aussi des trucs très sociétaux, conjoncturels dans des complètement. situations. Et là, on retrouve une instrumentalisation, de la religion, une opposition à la séparation. Effectivement, qui est lié à l'ère du temps et à des enjeux très politiques. Mais là encore, comment dirais-je? Cette instrumentalisation par certains courants évangéliques est étonnante quelque part, puisqu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, Roger Williams, c'était lui-même un protestant évangélique américain et qui est pourtant le père de la séparation et de la laïcité américaine avec, l'application de cette laïcité américaine en 1637 avec, sur le coup, dans son État, une égalité de traitement pour toutes et tous, quelles que soient les religions et déjà à l'époque étaient considérées toutes les religions, comme le judaïsme ou les mahométans, c'est-à-dire les musulmans, tels qu'ils étaient appelés à l'époque. Ce Donc qui ça, étonne c'était juste pour parler du cas américain, qui est une laïcité quand même assez distincte de la nôtre puisque voilà, la société, elle, n'est pas du tout sécularisée comme c'est le cas de la société française et la croyance est extrêmement présente dans le débat public. Mais il y il a y a d'autres cas, il y a le Mexique, par exemple, aussi, qui est voilà, là d'ailleurs sur le cité dans les travaux préliminaires de la loi de 19. exactement. Parce que c'est le premier pays au monde, en fait, je crois, 1880, je sais plus, j'ai plus la date Non, exacte, à pas avoir, du fait une séparation des Églises ouais, établies. ouais, dès les années 50 Ah ouais, du 19e 1850, siècle, ah ouais, ouais. effectivement, ce sont les lois de réforme au Mexique et là, effectivement, le Mexique, en réalité, c'est le premier État, si on met de côté les États-Unis, parce qu'en réalité, les États-Unis, c'est depuis le premier amendement de 1791, qui est pleinement laïque, de la même manière que la France. Le Mexique, il est donc et encore la France, à l'époque, ne l'était pas encore. Donc le Mexique, dès la deuxième moitié du 19e siècle, devient laïque et effectivement, alors, bien sûr, beaucoup de Français vous diront, ils se sont quand même inspirés des révolutionnaires français, mais la France, elle ne deviendra laïque de manière définitive qu'en 1905. Les premières lois laïques, effectivement, apparaissent à la fin du 19e, et puis il y a la séparation en 1905. Il y avait eu déjà une période très courte, qu'on pourrait qualifier de laïque, même si le mot n'existait pas encore, pendant la Révolution française, avec le décret François de Ouais. Brossy d'Anglas, mais qui en réalité a été très peu appliqué d'une manière un peu étonnante en 1795. Et puis je passe évidemment sur la période de la Terreur et de Robespierre, qui est là sur le coup n'est pas une période laïque, Pas du on le tout. sait. Oui, Voilà, il y avait quand même bon, globalement, une pensée majoritaire chez la plupart des révolutionnaires, comme quoi la religion avait un rôle civique important, un rôle moral exactement, important, et si l'Église catholique ne pouvait plus remplir ce rôle parce que le Saint-Siège s'opposait à la révolution, dans ce cas, il fallait le substituer par une autre religion, une religion. exactement, Mais il était hors de exactement. question de se passer de religion, c'était Exactement volontaire et de d'ailleurs gauche. le projet qui était assez laïque, de l'éducation de Condorcet ne s'est jamais réellement, appliqué à cette époque-là. Donc dans les textes, dans les idées, il y a pu avoir des prémices de cette laïcité, mais pas pleinement appliquée. Cette pleine application laïque française, effectivement, c'est la fin du 19e et enfin, 1905. Donc assez tardivement, le Mexique l'a été avant nous. Certes, ils se sont inspirés de penseurs français, mais nous aussi d'ailleurs, quand on a appliqué nos premières lois laïques, on a demandé conseil à l'ambassadeur mexicain et ensuite vous avez d'autres États comme l'Albanie qui, dès le début du XXe siècle, Ah! s'est inscrit dans la laïcité, État,
qui connaît une société qui est plurielle, plutôt musulmane en majorité et qui est devenue laïque très tôt, dans les années 20. Heu, voilà. Alors après, il y a la Turquie, mais là, c'est un peu différent. C'est une laïcité qui n'est non séparatiste. Ouais. Mustapha Kemal était plutôt sur une laïcité à la Émile Combes en France, avec un contrôle du culte, plus Oui. qu'une séparation. Et puis le fait qu'il y ait ce bureau de gestion des cultes C'est qui, ça. alors, oui, mais ça va plus loin qu'un simple contrôle, comme dans le cas concordataire français, où tous les cultes seraient contrôlés, pourquoi pas, etc. C'est C'est ça. qu'il n'y a que l'islam sunnite qui est financé en Turquie. Et donc les Oui. prêtres sunnites les imams sunnites sont payés, mais même pas les imams chiites. Oui, oui, Donc il y a quand même une spécificité d'une laïcité qui n'en est pas vraiment une en Turquie, exactement. quoi. Et ça, dès le Exact. début, hein. On a tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos d'Erdogan, mais Sur le dès le coup, début elle était, d'Atatürk, c'était déjà ça. exactement, Mustapha, Ouais. Kemal Atatürk était déjà dans cette conception un peu combiste de contrôle et en plus concentré sur le culte majoritaire. Donc effectivement, même si après il a imposé des logiques qui sont également celles de la France avec la neutralité, de la fonction publique et cetera. Il n'y avait pas de principe, séparatiste. Donc c'est quand même une laïcité toute particulière. Après vous avez les pays subsahariens qui sont très majoritairement laïcs, mais là encore, dans les faits, dans la pratique, ils se distinguent assez nettement de la France puisque les sociétés, ils sont très croyantes et donc en général, il y a quand même il y a pas d'imperméabilité entre, l'administration et la religion. Et puis vous avez, des États qui sont devenus laïcs, sur le tard, le Luxembourg, par exemple, un petit État qui est quasiment sur le même modèle que la France depuis les années 2000. D'accord. Les États scandinaves se sont séparés de leur église d'État, Oui. depuis les années 2000 aussi, même si, l'église, pardon, luthérienne était église d'État dans ces États-là. C'est plus le cas. Après, dans les faits, avant même que ce soit la fin de l'église d'État, il y avait une égalité de Ouais. traitement, une liberté de conscience qui était assurée, donc il y avait déjà quand même beaucoup de similitudes avec notre système laïque. Aujourd'hui, dans la plupart des États européens et de l'Union européenne, même s'il n'y a pas l'inscription de la laïcité ou une séparation stricte, il y a un minima, de par notamment, l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un minima la garantie de la liberté de conscience, Ouais. donc de croire, de ne pas croire et l'égalité de traitement entre toutes et tous, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Mais c'est vrai que le système laïque à la française n'est pas le plus développé dans le monde, loin de là. Le système le plus développé, c'est un système dit collaboratif avec un État qui est quand même censé être neutre, mais qui va subventionner les Ouais. principaux cultes présents au sein de la société de ces pays. Ouais. Bonsoir, Zedjevzezrachchichi, ça m'a l'air très imprononçable comme pseudo, donc je ne vais pas essayer de faire bien. Il y a un mot qui a été prononcé qui me donne envie de rebondir dessus, puisque ça va permettre de faire la transition justement sur les questions de néo-laïcité, de printemps républicain. Potentiellement, le mot est lâché, printemps républicain. Mais c'est le combisme. Alors, Émile Combes, le père Combes, qui a été un homme politique majeur du début du XXe siècle, à une politique qu'on pouvait qualifier d'assez anticléricale. C'est à lui notamment qu'on devait la loi de 1904 sur l'interdiction d'enseignement pour les congrégations religieuses et qui a du coup fait fermer de nombreux établissements religieux, qui a fait expulser les congrégations, etc. Il revient à la mode, ce père Combe. Historiquement, hein, au sein des radicaux, au sein de la française, la ligne Combes, elle a perdu. S'est instaurée après d'Aristide Briand, qui était une ligne beaucoup plus libérale et beaucoup moins anticléricale. Le but, c'était de permettre à toutes les religions de vivre en paix et librement sur le territoire, et à tous les athées et à tout le monde de cohabiter avec ce laïcité telle qu'on connaît aujourd'hui, et cette séparation stricte des églises et de l'État. Pourtant, Combes revient à la mode auprès de personnes qui disent que la laïcité, c'est un processus qui se fait dans le temps et que c'est un processus qui va toujours dans le sens du recul des religions et que il faut reprendre le combat de Combes pour continuer de faire reculer les religions. Mais le paradoxe, c'est que Combes n'a jamais été en faveur de la laïcité. Il était profondément en faveur du concordat, puisque Combes appréciait de pouvoir contrôler les religions par le biais du financement d'État à ces religions et que l'État puisse être interventionniste directement vis-à-vis de ces religions. Donc il y aurait pas un petit dévoiement de ce père Combes
par une partie du spectre politique. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si, comment dire? Les gens aujourd'hui, ils font attention d'ailleurs en général, les laïcistes, qui donc sont dans une logique de ren comment dirais-je? De renforcer, soit disent-ils, la laïcité, mais en réalité d'en changer le sens. Ils sont pas que combistes, pour moi, et bon déjà eux, ils assument pas être combistes, hein. Ils disent qu'ils sont très très Ah fidèles à la bah, j'avais lu, des choses sur Twitter de la part de gens qui revendiquaient quand même pas mal Combes, mais quand peut-être même. ouais, 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 parce que souvent ils osent pas l'assumer, enfin tout du moins s'ils l'assument, ils assument aussi être très fidèles à la loi de 1905. Souvent ouais, quand même les laïcistes ont du mal à s'opposer à la loi de 1905. Ils savent que c'est un totem, que les Françaises et Français y sont attachés, donc ils ont quand même souvent du mal à dire, «Non, non, mais moi je suis dans une version ouais, laïque qui n'est pas celle de la loi de 1905». Et du coup, ils revendiquent pas toujours cette appartenance à Comte, parce que Comte, sur le coup, il n'était pas favorable à cette version de loi. Enfin, ouais, au départ, il avait proposé un autre projet de loi, qui n'était pas celle qui a été adoptée par Aristide Briand, et qui a donné la loi du 9 décembre 1905. Effectivement, il était dans une logique très gallicane et concordataire, avec un contrôle du culte par l'État. Et donc, son projet de loi n'était pas séparatiste, en effet. Donc, donc effectivement, certains peut-être maintenant. Le gallicanisme, pour le chat, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, puisque je suis censé faire de la vulgarisation quand même, c'est le principe d'une église de France qui obéit en priorité au pouvoir politique français avant d'obéir au Saint-Siège. Et c'est un concept qui n'est pas du tout un concept forgé par les révolutionnaires, mais forgé par la royauté d'Ancien Régime, qui voulait, qui nommait d'ailleurs des évêques, voilà, et qui voulait parfois s'affranchir des décisions de Rome. Voilà. Et pour Exactement. Et Comte qui s'était effectivement en plus très nettement opposé avec le Saint-Siège, le Vatican, avec une rupture du concordat en 1904, ce qui d'ailleurs devait accélérer la nécessaire, séparation, entre les églises, et notamment l'Église catholique et l'État. Mais pour moi, les laïcistes d'aujourd'hui, je dis laïcistes parce qu'ils sont pas que laïcards, ils sont pas que dans une logique, justement combiste, de contrôle, du culte, et de volonté de recul, de la religion, par des clergés, auxquels ils veulent s'opposer. C'est quand même des gens qui sont dans une logique d'effacement de certaines religions de l'espace public, et en l'occurrence, les laïcistes ciblent régulièrement et majoritairement, la religion musulmane, pour d'autres, toutes les religions, mais dans une volonté en effet d'étendre le principe de neutralité, qui ne serait plus du tout simplement le fait de l'État, de l'administration publique. Or, la laïcité telle à la française, eh bien, elle ne suppose la neutralité que de ceux qui représentent l'État et l'administration publique pour en garantir la parfaite impartialité vis-à-vis de toutes et tous. Ces laïcistes sont dans une logique d'effacement de la religion de l'espace public, et donc d'interdiction de tout signe religieux ou de toute manifestation religieuse dans l'espace public. Et alors là, on n'est plus du tout dans une logique laïque telle qu'elle a toujours été conçue, par notre histoire, et adoptée, juridiquement. On est dans une volonté d'effacement qui est, à mon sens, très inquiétante pour nos libertés individuelles. Et c'est pas toujours assumé clairement, mais en tous les cas, c'est vers cela que ça tend quand on écoute les propositions de certains. Ça a été nommé du printemps républicain, par exemple, mais qui rejoignent régulièrement les thèses d'une certaine extrême droite, enfin d'une certaine droite et de l'extrême droite. Mais Ouais. en réalité, là, sur le coup, C'était d'ailleurs le sens de la proposition du Rassemblement national sur lequel ils sont revenus récemment. Il semble qu'ils reviennent sur toute leur proposition, qui était d'interdire tous les signes religieux de l'espace public, la kippa et le voile, etc. Et finalement, là, ils sont revenus dessus en disant que non, il n'y aurait que le voile, ce qui est complètement voilà, impossible alors là, juridiquement. maintenant, c'est carrément, Là, c'est une assumé, mais laïcité c'est pas possible discriminatoire juridiquement. assumée, où finalement, voilà, on va interdire que les signes religieux musulmans, Ouais. pas les signes religieux des autres religions. On C'est s'embarrasse plus de la Constitution, de rien, à un la moment donné. Constitution, le principe d'égalité, on s'en fiche, la Convention européenne des Ouais, droits de l'homme, on s'en fiche. ouais, ouais, non, ouais, Formidable. Et la laïcité, on s'en fiche, parce qu'évidemment, ce type de ouais, proposition est totalement contraire au principe de laïcité. Et c'est là aussi, il faut rappeler quand même que la laïcité, elle est née dans ce pays d'une histoire, complexe, et notamment, mais pas que, mais notamment quand même, des guerres de religion, des conflits très violents qu'ont traversé quasiment pendant 3 siècles ce pays entre, protestants et catholiques, ouais, avec donc la nécessité de penser la laïcité pour justement
permettre la paix civile dans un pays pluriel et donc garantir que tous les citoyens d'un même pays, bon, à l'époque les sujets, eh bien, puissent effectivement vivre ensemble et faire ensemble au-delà de leur appartenance propre, quelle que soit leur religion, avec un État qui, lui, serait au-dessus, impartial et traiterait tout le monde de la même manière. Mmh. Donc, justement, elle est quand même née de ces conflits et de la nécessité que des minorités puissent avoir les mêmes droits que la dite majorité. Eh bien non, aujourd'hui, là, on a effectivement une extrême droite qui voudrait recibler des minorités et recréer des droits distincts selon que l'on est d'une majorité supposée ou selon que l'on est Ouais. dans des minorités. Et n'hésitez pas, hein, dans le chat, hein, je le répète, à poser des questions, si vous en avez, je vais noter. Mais là où on voit que à la limite, c'est vrai que ça pourrait être cohérent de vouloir effacer les religions. Pourquoi pas si en effet on s'en prenait à toutes les religions? Ce serait une posture avec laquelle moi je serais en désaccord, qui serait pas laïque, mais ce serait une posture qui serait entendable. Sauf qu'on le voit bien que pendant, une trentaine d'années, le spectre politique ne s'est pas ému, enfin même plus, hein, des décennies de processions catholiques dans l'espace public, et que c'est à partir du moment où l'islam, par le biais des migrations, devient une religion importante en France, que là se pose d'un coup cette question qui ne se posait pas avant. Et donc on voit bien que cette instrumentalisation anti-religieuse de la laïcité, elle a un fondement qui est raciste en vérité. Ah oui, oui, moi je pense qu'en effet, il y a derrière évidemment un fondement xénophobe. Le fait de cibler comme cela, prouve, cette logique, c'est évident et on le voit évoluer depuis des années, avec, en réalité un remplacement, de l'anti-arabe de Jean-Marie Le Pen par l'anti-musulman sous couvert de laïcité de sa fille. En réalité, c'est ça la démarche. On certains instrumentalisent le principe de laïcité pour justifier des mesures discriminatoires à l'encontre d'une partie de la Ouais, population. ouais, absolument. Toujours la même. Et donc oui, le fondement, il reste Ouais, xénophobe et il faut pas se tromper là-dessus et en plus, il faut faire attention parce que ceux qui ne seraient pas musulmans ou pas d'origine maghrébine pourraient se dire: «Bon, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas, pourquoi pas?» Non, ce genre de démarche, elle est toujours suivie d'autres démarches qui visent d'autres minorités, toujours. À ouais, partir du moment où on casse le principe d'égalité, qui est constitutionnel normalement, eh bien, ça veut dire que n'importe qui peut demain être victime de nouvelles bien sûr. discriminations, de nouvelles interdictions qui ne seraient pas, objectivement, justifiées pourtant. Bien sûr. J'ai pas mal de choses encore à demander. Là, il y a une question du chat pour l'instant de Uralski qui demande question sur le rapport de la laïcité à l'islam. Quel était le rapport de l'État à l'islam en France dans le cadre des vagues d'immigration des années 60? C'est la période que je connais le moins bien. Moi, j'ai sur la période des années 30, sur la période de l'entre-deux-guerres sur le sujet, mais sur la période des années 50, 60, de ce que je me rappelle, moi, en tout cas, on était dans une immigration à ce moment-là qui était une immigration de travail, de gens qui étaient ghettoisés, paupérisés énormément, et ça passait sous le radar, en fait. On ne s'intéressait pas du tout à la question, la possibilité d'accès à d'une pratique religieuse de ces gens-là. En fait. Si En je... fait, à l'inverse de ce qu'on croit, sur le coup, l'État et les entreprises qui donc avaient besoin de main-d'œuvre, issue, de l'immigration maghrébine, étaient plutôt en protection de la liberté de culte de ces travailleurs Ah oui, et par exemple, dans beaucoup d'usines Renault, qui embauchaient énormément de main-d'œuvre venue de l'autre côté de la Méditerranée, bah, vous aviez des salles de prière, vous aviez des c'est vachement aménagements, en fait. intéressant ça. Ça, c'est vachement Et ça, intéressant. c'est complètement oublié, mais en fait, à l'époque, c'était pas du tout vu comme un problème. Il Ouais. fallait, cette main-d'œuvre était, appelée et elle était jugée nécessaire pour reconstruire le pays et relancer l'industrie. Et du coup, en fait, la liberté de pratique y compris sur le lieu de travail, était assez largement, développée à cette époque-là. En revanche, il y avait du racisme. Il y avait du racisme très fort dans la société et qui s'est développé ensuite et encore plus massivement, à partir du moment où les Trente Glorieuses se sont arrêtées mais qui était lié donc à l'histoire coloniale française, à tout un tas de choses. Mais sur la pratique religieuse, non, elle était plutôt assez vue, assez développée et en revanche, ces populations-là, du fait qu'il y avait quand même un racisme, fort, avaient beaucoup de mal à l'exprimer publiquement, par ailleurs, quoi et donc se cachaient plutôt. Donc c'était étonnant. Il y avait une dichotomie là à faire, assez intéressante. Après, c'était pas un sujet de débat public majeur, la laïcité en tant que telle, sauf sur un autre aspect qui n'avait rien à voir,
c'était, le conflit, entre écoles privées et dites Ouais, libres et écoles publiques. Là, sur le coup, c'était un conflit réel, très fort depuis les lois Debré de 1959 qui ont permis le subventionnement massif des écoles privées, confessionnelles. Là, il y avait un très fort conflit au sein de la population entre, ceux qui voulaient pas que l'État subventionne avec leur argent donc l'école privée confessionnelle et ceux qui voulaient au contraire le faire. Vous avez eu des manifestations absolument monstres à l'époque. Il y a eu un serment de Vincennes pour s'opposer à ces lois, Debré. Il y a eu, en réaction ensuite, à la loi Savary, au projet de loi Savary sous Mitterrand, justement d'unifier l'éducation nationale et de casser un peu, l'autonomie, l'indépendance des établissements privés subventionnés par l'État. Suite à ces projets de loi, il y a eu des manifestations monstres en contre, plutôt organisées par la droite de l'époque, 4 millions de personnes, et le président Mitterrand de l'époque a retiré ce projet de loi. C'était vraiment ça qui faisait débat, plutôt que la liberté de culte des immigrés. Les immigrés, la problématique, c'était pas leur liberté de culte à l'époque, c'était le racisme qui se ouais, développait, plus que leurs pratiques religieuses. ouais. Et c'est un paradoxe, hein, de la droite française qui utilise De Gaulle comme figure tutélaire, tout en voulant, en disant maintenant parfois vouloir aussi un peu effacer les religions dans l'espace public, c'est que De Gaulle était très catholique Tout et à qu'il fait, il a pondu sa loi Debré pour faire plaisir à l'Église catholique, tout à qui fait. tenait à continuer de financer son école privée, quoi. Et donc c'était une loi sur mesure taillée dans ces conditions-là, quoi. Donc ça, c'est quelque chose Mmh. à se rappeler. Bon, il y a Seb Paris qui demande la laïcité, est-ce la permissivité totale? Non, on est d'accord que Pas du tout, il y non. a la liberté de conscience et de culte. Qui dit liberté de croire dit liberté de ne pas croire, et donc les pressions ne sont Non. pas acceptables de toute façon. Exactement. Il y a notamment un article de la loi de 1905, l'article 31, qui condamne toute personne qui impose à autrui une pratique religieuse ou de suivre un culte. Donc non, effectivement, c'est vraiment cet équilibre, en fait, entre, les libertés individuelles et le cadre collectif. Donc, OK, chacun est libre de croire en ce qu'il veut et de l'exprimer, mais dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public, dès lors qu'il ne l'impose à autrui, qu'il ne contraint personne et qu'il ne pose pas de danger imminent ou qui ne pose pas de difficulté pour le cadre collectif. Ça, c'est un équilibre majeur et c'est la force de cette loi de 1905. Donc non, évidemment qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs là sur le coup. Ne pas, ne pas empêcher les apostasies, c'est majeur. On doit pouvoir cesser de croire. Et il y a notamment certains groupes accusés de dérives sectaires. Je pense aux témoins de Jéhovah, des petits ennuis juridiques à ce souci-là, à ce sujet-là. Ils ont été condamnés, alors, pas le système juridique français, mais en Belgique sur le sujet, mais à partir du même argument de Sarkozy. Et il n'est pas impossible qu'ils aient des condamnations aussi en France Mmh. sur ce sujet-là à l'occasion. Donc, venons-en un petit peu plus à la politique, à l'actu, etc. Enfin, pas tout à fait l'actu, disons, au grand retournement du macronisme et à la grande trahison de la promesse originelle, puisque quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron avant qu'il soit élu, il a tenu en tout cas des positions libérales. Il a tenu En des positions 2016-2017, où, tout à fait. voilà, où il disait qu'il ne fallait pas que les musulmans soient embêtés signes religieux, pour leurs croyances, etc., etc. Marlène Schiappa, elle-même, que j'interviewais à l'époque quand j'étais journaliste en presse locale au Mans, quand elle était conseillère municipale au Mans, me disait tout à fait ouvertement que si on interdisait le voile aux mamans qui accompagnent en sortie scolaire, il n'y aurait plus d'accompagnatrices, et que c'est un dévoiement de la laïcité, et qu'il ne faut pas toucher à tout ça, etc., etc., et que la laïcité ne sert pas à ça. Et puis ce petit monde, arrivant changer de position jusqu'à arriver à un durcissement complet qui a provoqué le clash avec l'Observatoire de la laïcité. Ouais, c'est Est-ce ça, il y a eu un retournement de situation, assez vite. En fait, on a vu un pouvoir, en place qui a voulu, aller dans le mouvement un peu simpliste et caricatural, un peu, du camp réactionnaire, a voulu faire plaisir à une partie de son électorat, par des théories, fumeuses et simplistes et caricaturales sur le sujet, en considérant qu'il fallait plus de fermeté, plus, être dur pour protéger notre identité, en fait, alors même que d'ailleurs, ces soi-disant mesures qu'on n'a jamais bien compris d'ailleurs, parce qu'au final on ne sait pas bien ce qu'ils voulaient, sont souvent contre-productives. C'est-à-dire que si on veut étendre le principe de neutralité et interdire toute manifestation religieuse, toute
tout port de signe religieux. En fait, on offre l'argument sans qu'il y ait donc de justification objective, parce que si on veut l'interdire à des gens qui portent une kippa, un voile, alors que ça gêne personne, a priori, il n'y a pas de raison de le faire. Mais pourtant, il y avait cette volonté d'étendre ces interdictions. Ben, si on fait ça, on offre l'argument de la discrimination aux plus radicaux, c'est-à-dire aux endoctrineurs islamistes, par exemple, qui vont pouvoir ensuite dire, ben, vous voyez, vous êtes discriminés, on vous interdit de porter votre voile, c'est scandaleux. Et donc, ça renforce les replis communautaires, ça renforce les réactions contre la République. Donc, la République, elle est ferme quand elle sait tenir sur des critères très objectifs, quoi. Là encore, vous avez le droit, si vous ne l'imposez à personne, si vous l'imposez à autrui, là, c'est pas possible. Et là, il faut être très ferme. Mais il faut effectivement garder cet équilibre. Et là, on avait une majorité dont on ne savait pas bien quel était son équilibre, qui envoyait des ministres avancer, déclarer des trucs très durs, mais qui en même temps ne changeaient pas vraiment la loi. Bon, donc c'était pas très clair. On voyait bien que c'était simplement une volonté d'instrumentalisation politique du concept, une volonté de faire plaisir à des arguments simplistes qu'on pouvait entendre ici ou là, bon, et donc, effectivement, dans cette logique-là, l'Observatoire, qui était un peu un garde-fou, qui rappelait ce qui était vraiment la laïcité, qui rappelait ce qu'on avait le droit de faire, pas faire, sur cette ligne de crête que j'ai évoquée, mais a pu gêner certains ministres qui voulaient instrumentaliser la laïcité à des fins politiciennes et qui voulaient se servir de ce concept pour faire de la politique politicienne, pour vendre une fermeté supposée, par exemple. Bon. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on a eu des attaques très nettes de Marlène Schiappa et de Jean-Michel Blanquer, qui tous deux voulaient être monsieur et madame laïcité. D'ailleurs, eux-mêmes n'étaient pas forcément d'accord, parce qu'en réalité, tous deux voulaient récupérer le lot, le gros lot. Et donc, effectivement, ils ont fini par avoir la peau de cette instance, qui était pourtant transpartisane, je le répète, qui pourtant adoptait tous ses avis à l'unanimité, y compris donc avec des parlementaires qui pouvaient être de la majorité présidentielle, De et qui, droite, sur le ou fond, de la n'a jamais majorité, oui, tout dit à fait. rien. Donc, Ouais. oui, Oui, parce que chaque année, l'observatoire rendait chaque année, l'observatoire rendait des rapports qui étaient, je veux dire, plaisants. mmh, Disait quand ça n'allait pas, là ça n'allait pas, exactement. mais qui n'était pas d'huile sur le feu, qui ne dramatise On n'était pas du tout en fait, complaisants. C'est-à-dire qu'on voilà. a Ça plaisait effectivement, pas parce qu'il y avait un enjeu dramatique. on a rendu obligatoire des formations à la laïcité pour tous les aumôniers, oui, pour tous les aumôniers, quels que soient les cultes, pour tous les imams détachés, c'est-à-dire des ministres du culte qui viennent de l'étranger, et qui devaient connaître le cadre laïque. On a été à l'origine de circulaires du ministère de la Justice pour renforcer les poursuites par les procureurs dès lors qu'il y avait des atteintes à la laïcité. On a évidemment abrogé le délit de blasphème, on a renforcé les peines encourues lorsque on avait une atteinte à la laïcité. Donc on n'était pas du tout dans la complaisance. On était simplement, en revanche, sur un équilibre. C'est-à-dire qu'en revanche, il n'y avait pas lieu d'étendre la neutralité ou d'imposer des interdictions si ce n'était pas justifié objectivement. Parce que là encore, sinon, à notre sens, ça offrait l'argument de la discrimination aux endoctrineurs radicaux et donc ça gonflait les rangs des extrémistes religieux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été mal fait au moment, de la loi de, 2004 sur l'interdiction des ports ostentatoires, des Int signes, ostentatoires, Ostensible. non ostensibles, autant pour moi, religieux dans l'éducation nationale, puisque ça, c'est le fruit de la commission Stasi qui avait rendu un certain nombre de préconisations, dont le fait de donner des jours fériés à d'autres religions que la religion catholique parce qu'il y avait un problème dans le calendrier. Et comme par hasard, la seule mesure qui a été retenue a été celle sur les signes ostensibles. Est-ce que là, il n'y avait pas l'occasion de faire quelque chose de plus inclusif, justement, qui a été raté et qui a justement antagonisé la laïcité vis-à-vis de l'islam et qui fait qu'aujourd'hui, justement, elle a cette aura de soufre parfois de la population Oui, qui a si, l'impression qu'on parle de laïcité que pour lui taper dessus, quoi. oui, effectivement. Alors, les signes ostensibles concernent toutes les religions, mais effectivement, on pense essentiellement au port du voile, même si les premiers contentieux ont concerné aussi des turbans sikhs, et s'il y a pu en avoir aussi pour des kippas. Mais c'est vrai que ça concernait d'abord le port du voile, puisque c'était les cas les plus nombreux.
Au-delà de cette mesure, effectivement, il aurait été bon d'adopter d'autres mesures, heu d'accompagnement social aussi, par exemple. Je dis un truc, mais par exemple, la mixité sociale. Si on fait pas plus de mixité sociale parce que c'est très lié à la laïcité, en fait. Si on fait pas plus de mixité sociale dans l'habitat ou dans les établissements scolaires, vous avez du repli communautaire. Quand effectivement, vous laissez des populations homogènes se constituer dans des quartiers ou dans un établissement scolaire, bah, c'est logique, vous avez forcément un repli communautaire si vous n'avez qu'une seule communauté qui est représentée et donc derrière, vous pouvez avoir, des replis, d'ordre religieux et des atteintes à la laïcité. Donc, c'est pour ça qu'en 2015, on avait lancé avec la ministre de l'époque de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, un grand, projet, de mixité sociale dans le collège. Le ministère de l'Éducation, nationale avait lancé ça, on soutenait ça fortement parce que ça a donné ça a été très positif, pardon, en Mmh. termes d'atteinte à la laïcité, puisqu'en fait, on a constaté que lorsque les populations scolaires, les publics scolaires étaient mélangés, beaucoup plus mélangés, il y avait plus ces replis communautaires et il y avait beaucoup moins, voire plus du tout, d'atteinte à la laïcité. Donc, Et c ces questions-là doivent être traitées et donc il ne faut pas traiter que par l'angle de l'interdiction, ça c'est parfois nécessaire, mais il faut derrière traiter, l'autre aspect sociologique, sinon, bah, sinon Et ça et ça va dans tous les sens et c'est d'ailleurs un des problèmes du mot communautarisme, c'est que c'est un mot qui ne cible que les communautés des autres, les communautés oui, qu'on n'aime pas. Parce c'est que, ça, la jeunesse dorée, catholique, de Versailles, elle est aussi dans une forme de re c'est aussi une tout à fait, communauté qui est dans un entre-soi, qui se, marie entre elles, qui, se côtoient entre eux, qui se pistonnent plus tard entre eux et cetera. Ce sont des communautés, il y a aussi un repli dans ces communautés-là mais ça ne pose pas de problème. Ce qui c'est pose ça, problème, ce sont quand c'est des communautés de gens qui sont défavorisés et d'autres cultures religieuses. Gagnerait dans tous les sens à exactement. faire plus de mixité, en fait. Bien Voilà. sûr, parce qu'en plus, moins de mixité, c'est donc, des a priori, des préjugés qui se développent et des peurs qui se développent et c'est aussi ce qui peut expliquer, en partie bien sûr, la montée de l'extrême droite. Parce qu'effectivement, quand vous ne connaissez plus votre voisin, quand vous ne savez vous en réalité, vous n'avez pas d'interaction avec lui, avec celui, pardon, qui ne pense pas que comme enfin, qui n'est pas issu de la même appartenance propre, qui n'est pas issu de la même communauté d'origine. Effectivement, vous pouvez avoir peur de lui et vous pouvez très facilement vous voir développer des a priori, des préjugés à son encontre. Vous allez évidemment donner beaucoup plus de crédit à toutes les bêtises qu'on peut entendre, à la télé ou lire sur internet, si vous-même n'êtes pas amené à côtoyer ces personnes-là. Donc c'est très important de créer ce débat interactif, de faire en sorte de faire ensemble plus que de vivre ensemble. Il ne faut pas juste vivre à côté, il faut se mélanger et en général, quand on se mélange, bon, bah, la peur, elle chute et puis c'est positif pour tout le monde parce que vous repliez pas dans votre communauté et lui non plus et donc effectivement, on crée du mélange et qui est d'ailleurs, l'histoire même de notre pays, en fait. L'histoire, française s'est développée par du mélange, multiple et des mélanges multiples Bien sûr. et d'ailleurs, c'est marrant parce que très souvent, on est très fier de notre pays, on dit qu'on peut parler au nom de l'universel. Mais en fait, si c'est pour se replier sur une identité figée, non, on ne parle pas au nom de l'universel. La France, elle est aujourd'hui présente sur 5 continents, elle a ses outre-mer dont on ne parle jamais. Elle est de fait, factuellement, elle est diverse. Sa population est diverse. Donc c'est une force et c'est uniquement si on reconnaît cette diversité-là et qu'on en prend toutes les richesses culturelles que qu'on peut parler au nom de l'universel. Sûrement pas en se repliant sur une communauté figée qui serait, blanche, catholique, issue de 18 ou 20 à 25 générations, dans le Cantal. Non, ça a pas de sens. Donc effectivement, la France, elle est diverse, elle s'est mélangée au sein de l'Europe, mais aussi dans le monde entier et c'est ça qui fait sa force, quoi et c'est uniquement à ce titre-là qu'on pourrait éventuellement parler au nom d'universel. Eh ben, on est bien d'accord là-dessus. Je prends une dernière question du chat sur le sujet de la laïcité et ensuite on continue cette parce que, l'heure tourne. On dira un mot de la vigie de la laïcité et ensuite on passera sur la question du Front populaire. Donc la dernière question que je prends, désolé, on va pas aller sur la question des autres États dans le monde c'est là, même si on vient de parler d'universel. Juste pour répondre à Uralski, que pense Nicolas Cadette de la notion très douteuse selon moi de laïcité de combat? Bah, je pense que Voilà. c'est une notion, très douteuse parce que, la laïcité, elle n'est pas de combat. Il y a eu un combat pour imposer la laïcité, ça oui, bien sûr, dans le passé, mais la laïcité, c'est pas une arme. La laïcité, c'est un cadre commun, c'est ce qui va nous permettre
de vivre et de faire ensemble, quelles que soient nos appartenances. Sûrement pas d'aller combattre l'autre. Au contraire, c'est un cadre respectueux de toutes les appartenances. Donc on ne combat pas, on fait du lien. C'est plutôt, à la limite, on pourrait plutôt dire que c'est un outil pour construire la maison commune, vous voyez? Éventuellement, on pourrait plutôt parler d'outils pour construire une maison commune, sûrement pas d'armes pour combattre l'autre. Et parler d'elle comme une arme, c'est le meilleur moyen de la faire détester aussi Bien sûr, par des gens puisque, bien voilà, sûr. quand on brandit une arme à l'encontre, d'un groupe religieux, il n'y a aucune raison pour que le groupe religieux trouve que cette arme, elle est sympa, Exactement, elle fonctionne bien. Donc si on veut faire adhérer les gens à la laïcité, c'est pas la bonne, exactement. façon de faire. Alors justement, après, ce débarquement, un peu brutal de l'Observatoire, de la laïcité, avec Jean-Louis qui fonctionne bien. Vous avez tous les deux créé la Vigie de la laïcité pour continuer cette action. Mais hélas, j'ai vu qu'il n'y a plus de publication sur la Vigie de la laïcité depuis 2022. Que se passe-t-il alors? Il n'y a Ah plus bon? de... Ah bah, sur le site, en tout cas, oui. Les Si, il y a dernières... des articles, qui ont été publiés encore la semaine dernière. Alors, en revanche, Ah, alors là, si ah bah, s'il n'y a pas eu de mise à jour de du l'écran site d'accueil, je internet. sais pas. Ouais, parce Ah que si, si, dernière publication, nos publications récentes, la dernière, c'est la question de laïcité dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2020. de 2024, non? Ah mais Ah, alors c'est peut-être que parce qu'il y a des vidéos, il y a des vidéos récentes. Non, c'est bien 2022. Publication c'est bizarre. Mais il y a un problème de mise à jour du site alors. Mais non, Ouais, non, si tu as mis à par jour, contre, les c'est bien de le vidéos. savoir parce qu'on va faire attention, mais parce que si, Ouais, si, il y a des articles régulièrement, hein, ok. qui alimentent le site et c'est une vigie, c'est une asso qui marche pas mal, qui est assez active. Je répands, pour ma part, avec Stéphanie, notamment Annette Vaucher, qui est professeure de droit, et quelques autres, on répond très régulièrement toutes les semaines à des questions sur est-ce qu'on a le droit de faire ci ou ça, des questions assez pointues sur l'application en droit du principe de laïcité qui nous remonte depuis le terrain. On intervient assez régulièrement un peu partout en France. Bon, c'est pas toujours facile pour les uns les autres, alors des fois on le fait en visio, mais on intervient encore assez régulièrement pour répondre à des invitations d'acteurs de terrain. Et puis, au-delà de notre boulot, évidemment. Et puis, on publie donc un certain nombre d'articles assez scientifiques sur la matière, avec un objectif qui est comment dirais-je, de rapporter de la raison dans le débat sur la laïcité plutôt que de la passion. Vraiment de se fonder sur la raison pour parler de laïcité et de pas forcément que réagir très vite à chaud sur de la passion, mais plutôt et de l'émotion, mais plutôt, d'apporter de la réflexion de fond. Donc on publie assez régulièrement des articles là-dessus et puis chaque année aussi on fait un colloque, pour traiter de sujets un peu pointus, heu, qui tournent autour de la laïcité et qui réunissent des publics assez variés. Bon, bah, je suis très rassuré alors de voir Ouais. que ça continue et c'est chouette que cette activité, elle puisse continuer. Venons-en au sujet de la politique, votre nouvelle vie, puisque vous vous êtes déjà engagé sous la quête de la NUPES, investi par Europe Écologie Les Verts aux dernières élections législatives, et cette fois-ci, vous êtes avec le Front Populaire, à nouveau investi par Europe Écologie Les Verts, mais en étant vous-même un candidat société civile, en fait, un quête, pour ces élections législatives anticipées. Quel est de ce combat désormais sur le terrain politique? Ça a coupé, pardon. Le quoi? Quel est le sens de la continuité de ce combat désormais sur le terrain politique? Bah, franchement, on voit bien la dérive, je trouve, pour ma part, politique de notre pays depuis quelques années, avec une tension accrue, une opposition au sein même de la population, de notre population, la montée des peurs que j'évoquais, la fragmentation de la société et qui est due à tout un tas de raisons, mais effectivement, ça a un lien néanmoins avec, la laïcité qui est là, elle, pour, créer du lien et assurer un cadre commun à toutes et tous, quelle que soit leur appartenance. Mais évidemment, maintenant, il y a aussi d'autres problématiques. Il y a des problématiques d'ordre social, économique. Et moi, le sens de mon engagement, c'est de recréer du commun et de faire en sorte qu'on arrive à nouveau à faire nation, toutes et tous ensemble, d'où qu'on vienne, et donc d'aider à l'intérêt général en faisant en sorte que, on puisse faire face à la crise sociale que l'on connaît, à la crise climatique aussi que l'on connaît, à la crise démocratique que l'on connaît, puisque, à mon sens, on a subi beaucoup trop de verticalité du pouvoir, de brutalité, de non prise en considération de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations professionnelles, les associations, avec aussi
un sentiment de suspicion généralisée du mouvement associatif. Donc effectivement, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, je m'engage en politique pour aider au bien commun. Alors Ah, je attendez, il y a ma il y a ah ma ouais, petite fille qui fait une bêtise. ah Je bah, vais très aller bien, on attend, on attend. L'instant est grave. Alors merci pour la qualité des échanges, nous demande 7 Paris 007. L'instant est grave pour vous, nous demande-t-il. On va y répondre dans quelques instants, je pense. Mais oui, oui, de toute façon, voilà, pardon, désolé. le moment est grave, mais on va revenir, là-dessus, Seb, Paris. Voilà, Nicolas Cadenne est de retour. Bon, bah, ça répond aussi un peu quelque part à une de mes questions puisque j'allais vous demander, est-ce que Nicolas Cadenne est un candidat monothématique? Et non, il n'est pas un Non, candidat monothématique, il s'intéresse à d'autres choses qu'à la laïcité. tout à fait. Voilà, l'environnement notamment, hein, j'ai voilà, Bien sûr, la peut-être poser protection quelques de questions l'environnement, je d'ailleurs. parlais de la Ouais, crise climatique. ouais. Voilà, mon père est vigneron, il ne connaît que trop bien, la problématique climatique avec des sécheresses, des stress hydriques, des grêles à des moments impossibles, enfin et puis on a tous subi maintenant des canicules lourdes. Enfin, c'est des questions évidentes, on ne peut pas continuer comme cela. C'est des problématiques majeures, c'est la première urgence qui doit être traitée collectivement au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen, au niveau mondial, avec des exils qui vont être forcés pour beaucoup de populations qui ne pourront plus vivre là où ils sont. Donc ça, c'est notre première urgence, évidemment. Heu, Et sur le coup, je me suis aussi engagé dans ce collectif, dans ce nouveau front populaire, parce que sur le coup, c'est aussi seulement ce mouvement qui prend en considération et en compte suffisamment cette vraie problématique. ouais, ouais, ouais. Alors, pour du coup revenir sur la laïcité puisque c'est mon dada, c'est quoi dans une alliance qui va d'une position très libérale, chez de la France insoumise et d'Europe Écologie Les Verts sur la laïcité, à, une Carole Delga, par exemple, qui, elle, peut être proche parfois de certaines positions défendues par, Schiappa ou Blanquer, et cetera. Comment on fait pour trouver un point d'équilibre sur les questions de laïcité à ce sujet-là dans le Front populaire? Bah, je pense qu'il a été trouvé dans le programme où on parle évidemment, on rappelle que notre point commun et notre point d'équilibre, c'est la loi de 1905, justement. C'est vraiment qui doit définir notre ligne en la matière. On s'en tient à cette loi de 1905 avec l'équilibre que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors effectivement, avec parfois la nécessité de sanctionner lorsque, il y a atteinte au collectif, lorsqu'on impose à autrui, une pratique, ou autre, mais en revanche, avec aussi cette garantie de la liberté d'exprimer, des convictions ou des croyances, quelles qu'elles soient, dès lors que donc ça ne trouble pas l'ordre public. Seb Paris demandait donc, quand, vous étiez parti, «L'instant est grave pour vous?» Point d'interrogation. Bah, il y a le Oui. risque du fascisme. On est dans un Ah moment oui, oui. historique. Qu'est-ce qu'on Ah peut en oui. dire de ça? Ouais, pour moi, l'instant est extrêmement grave. Je veux dire, et j'ai même l'impression que, en tout cas, les médias, ça c'est certain, beaucoup de médias n'en prennent pas la mesure, peut-être aussi parce que beaucoup sont concentrés entre quelques mains qui ne veulent pas en prendre la mesure, qui vont peut-être préférer même, l'extrême droite, au pouvoir pour préserver leurs intérêts, mais l'instant est extrêmement grave. On a réellement, aux portes du pouvoir l'extrême droite, ça n'est jamais arrivé depuis la guerre en France. On a, un programme, il suffit de le lire, qui est très problématique et qui contrevient à plusieurs dispositions de notre constitution et de la Cour et de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc avec une remise en question de certaines de nos libertés, l'instant est évidemment très grave. En plus, on sait qu'une fois au pouvoir, en général, l'extrême droite n'a pas vraiment envie de laisser la place, avec, des modifications qui pourraient venir pour ce faire. Pour moi, oui, on ne prend peut-être pas toutes et tous conscience de la gravité de la situation. On ne joue pas avec la démocratie et il faut qu'on alors, beaucoup disent: «On n'a pas essayé». Ben oui, mais on n'essaye pas. Il y a des choses, on n'essaye pas l'extrême droite, on n'essaye pas de se balancer par la fenêtre. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, on n'essaye pas un bain d'acide. Il y a des trucs qu'il faut pas l'essayer et ça fait partie de ce qu'il faut pas essayer, c'est évident. On peut pas essayer une politique, qui se fonde sur la préférence nationale, sur la xénophobie, la peur de l'autre, la la discrimination à l'encontre de minorités, mais aussi la remise en cause de nos libertés, collectives. Non, on n'essaie pas ça et en plus, je veux dire, même en termes, social, ça ne serait pas bon du tout pour les 9/10 de la population. Le programme du RN est un programme de casse sociale qui ne favorise en aucun cas les TPE, les PME, les 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 classes moyennes, les classes populaires, pas du tout. Quand vous lisez là encore Ouais. le programme ou quand vous écoutez ce qu'en raconte son leader,
ou Saliden, c'est extrêmement négatif en réalité pour la quasi-totalité de la population. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience du danger qui est face à nous. Il faut réfléchir par 2 fois avant de mettre son bulletin, je pense. Alors après, attention, je dis ça, mais évidemment qu'il faut aussi que nous, on soit une force alternative et qu'on propose des choses. Et c'est le cas. Sur le coup, le Nouveau Front Populaire, qui est un collectif beaucoup plus large que de simples partis, vous le savez, il y a beaucoup d'associations, de mouvements associatifs, de syndicats qui ont rejoint ce Front Populaire. Vous avez des assos comme le Planning Familial, la Fondation Abbé Pierre, des syndicats comme la CFDT, etc., qui soutiennent et qui ont rejoint ce mouvement collectif. Et ils proposent des choses. C'est le seul programme qui est costaud, qui est conséquent, qui est financé, qui est chiffré. C'est pas du tout le cas du programme du RN, c'est pas du tout le cas du programme de la majorité présidentielle, etc. C'est un programme sérieux et qui propose une alternative crédible et positive, quoi, pour changer le Ouais, quotidien des Françaises et des Français. Donc, ouais. il s'agit en effet pas que de voter contre, il s'agit aussi de voter pour. Et je pense que là, sur le coup, on a une alternative qui nous permet de voter pour. On a une vraie possibilité de changer le quotidien des Françaises et des Françaises positivement, aussi de changer notre relation entre élus et citoyens avec un vrai contrat de législature. C'est pas d'ailleurs, le programme, c'est un contrat de législature, c'est-à-dire que ça nous engage, nous, si on devient élu, avec aussi une volonté de réformer les institutions pour être rappelé à l'ordre si nos engagements ne sont pas tenus. Donc on veut vraiment Ouais. redonner toute la place aux citoyennes et citoyens dans la prise de décision, avec une possibilité de rappeler à l'ordre ceux que ces mêmes citoyennes et citoyens ont élus. Ce moment grave qu'on est en train de vivre, il est aussi, le fruit d'une longue bataille culturelle menée par la droite. Est-ce qu'il faut une réforme des médias Ah pour mais moi restaurer j'en le suis vivre persuadé. ensemble et pour, avoir, plus d'équité, dans les Bien sûr, paroles qui sont, moi j'en suis persuadé. En 2012 déjà, j'étais partisan pour qu'il y ait très rapidement une réforme médiatique. Et je regrette qu'elle n'ait pas eu lieu. Une réforme des médias pour garantir la pluralité médiatique, pour éviter la concentration des médias, tel qu'on le voit aujourd'hui, pour garantir l'indépendance des rédactions et des journalistes. C'est absolument essentiel pour garantir aussi que l'ensemble, justement, de notre pays, des informations de notre pays soient traitées. Je dis ça parce que, par exemple, les Outre-mer, on n'en entend jamais parler hein, sur les absolument. chaînes nationales. C'est Sauf juste quand ça ne hallucinant. va pas, comme avec la Sauf Nouvelle-Calédonie quand voilà, il y a actuellement, des voilà, explosions de violence, mais sinon on n'a et jamais de d'ailleurs, nouvelles sous un des prisme concitoyens et qui est très concitoyennes des colonialiste, Outre-mer, hein. donc c'est quand Sous même Ouais, hallucinant. Donc oui, il y a une réforme médiatique à faire, c'est évident, ouais, ouais. et j'en suis absolument persuadé et c'est peut-être une des plus urgentes parce qu'elle est majeure dans le cadre démocratique. C'est un quatrième pouvoir, comme on dit parfois et effectivement, si vous avez et un champ médiatique qui est complètement concentré et qui n'est plus pluriel, eh ben, la démocratie en prend un sacré coup parce que et ce champ médiatique, il a une influence évidemment, il diffuse des informations et donc il infuse des idées. Donc c'est absolument essentiel qu'il soit pluriel, ce champ médiatique. Seb Paris demande de préciser ce qui serait proposé, mais on va devoir avancer. Donc moi, je peux dire hein, Bah, déjà, j'ai un parce que peu, voilà. Mais oui, vous l'avez déjà dit, empêcher la concentration des médias, ouais. et puis donner un peu plus de pouvoir à l'Arcom aussi, parce que bon, là, l'Arcom, elle a tapé du doigt Un sur vrai Cyril pouvoir de Hanouna à sanction, bien Europe sûr. 1, et puis il n'y a rien qui tombe. Je veux dire, elle va probablement être une sanction une fois que les élections seront passées. C'est tard. Exactement, Donc c'est quand même assez exactement. dramatique. Bref, oui, l'Arcom existe, mais l'Arcom ne fait rien, c'est Paris actuellement, là, dans une situation qui n'est pas normale. Euh, Questions justement pour terminer, qui viennent du chat. Moi, je m'efface. Je pose deux dernières questions du chat et puis ensuite on va conclure. Première question, vous êtes sur le terrain, comment vous ressentez la campagne honnêtement? Et deuxième question, est-ce que ce n'est pas une formidable opportunité pour passer à la sixième République? Alors si on gagne, bien sûr que je l'ai un peu évoqué, c'est une opportunité pour réformer nos institutions, je le pense en effet. Donc bon, évidemment, ça sera en concertation, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses en effet à améliorer dans notre système institutionnel. Et pour ce qui est du premier point, bah, le climat, il est tendu, franchement. Il est tendu, il faut vraiment que chaque voix enfin, il faut vraiment une mobilisation absolument massive, du camp des progressistes, hein, très largement, des humanistes, parce que de l'autre côté, ça va voter et qui, aujourd'hui, sont clairement donnés gagnants et que sur le terrain, on voit qu'ils sont forts, et alors parfois on arrive à retourner des situations, mais ça suppose de parler longuement avec chacun. On arrive à démonter l'escroquerie du RN et cetera et à changer certaines situations, à convaincre aussi sur notre contrat de législature.
Mais on n'a que 2 semaines de campagne, c'est extrêmement court, donc là aussi c'est un problème démocratique, donc on ne peut pas convaincre tout le monde en si peu de temps et on sent une vraie tension, c'est-à-dire une libération de la parole aussi, du côté extrême droite. Des choses que je n'entendais pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous avez des propos racistes, xénophobes, très tranquillement tenus, très forts, de manière très forte et affirmée sur des marchés. Les gens l'assument, considèrent être déjà majoritaires et disent des horreurs qui peuvent toutes et tous nous concerner, quelles que soient nos minorités, parce qu'on est tous en fait à un moment donné dans une minorité. Et donc ces propos-là, ils sont très violents et maintenant très assumés. Et parfois même jusqu'à une violence physique. Moi, j'ai été agressé verbalement, ça n'a pas été physique uniquement parce que des gens sont intervenus, sinon je me serais fait taper dessus, avec d'ailleurs des violences matérielles à côté de moi, hein, sur mon matériel de campagne. Donc franchement, c'est tendu et raison de plus pour se mobiliser très, très, très massivement dimanche et le dimanche qui suit. C'est pas une blague, quoi. Avec un centre qui joue pas le jeu puisqu'il diabolise la gauche au lieu de s'en prendre à la Alors là, droite. moi, je Et on trouve le ça voit d'ailleurs scandaleux. Je avec trouve ça une liste qui est parue visiblement du oui. réseau Conspiracy Watch qui appelle à bloquer un certain nombre de députés en mettant une équivalence entre des députés du Rassemblement national et des députés du Front populaire. Et vous êtes dedans Même moi, avec j'ai été non, alors j'ai été retiré, comme reproche le fait d'avoir utilisé le mot islamophobie. non, mais non, Attention, c'est du délire, c'est du délire et puis ils ont retiré mon nom parce que, ils ont eu énormément de réactions négatives et heureusement et puis de toute façon je comptais porter plainte, mais c'est pour dire le délire du truc. Effectivement, maintenant, il y a beaucoup trop de personnalités qui osent mettre un signe égal ouais, entre, le Rassemblement national, qui est un parti qui fonde quand même sa doctrine sur le rejet de l'autre et des progressistes de gauche. ouais, ouais, C'est pas l'extrême gauche, je veux dire, des ouais, socialistes, Place publique, des communistes, mais même les insoumis. Enfin, je veux dire, le Conseil d'État lui-même a rappelé que ces partis n'étaient pas d'extrême gauche. ouais. Ça n'a pas de sens. Génération, les Verts, les écologistes, et cetera. On peut pas mettre un signe égal entre des écologistes, par exemple, et des militants et des personnalités du Rassemblement national. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, effectivement, certains osent le faire en diabolisant, la gauche, pas l'extrême gauche en plus, la gauche, les Ouais. progressistes, les humanistes. Enfin, il y a une inversion des valeurs délirante là, je veux dire, c'est très, très grave. Donc faut pas se laisser avoir par ce genre de discours. Aucun des candidats, du Nouveau Front populaire n'a été condamné pour, racisme, antisémitisme, et cetera. C'est pas du tout le cas de l'autre côté, où là, on a énormément de cas problématiques sérieux, et pourtant un signe égal est posé. Non, c'est juste pas sérieux et c'est inquiétant. C'est Ouais, inquiétant et j'ose espérer que beaucoup, de centristes, de personnalités qui se disent centristes, reviendront à la raison parce que sinon là, ils sont pas centristes. Là, en fait, leur position, elle est pas centriste actuellement, elle est plutôt radicale et très à droite. Donc ouais, j'ose espérer qu'ils reviendront à la raison et mmh, il m'est arrivé pour ma part, j'ai fait barrage plusieurs fois. ouais. J'ai voté pour des candidats qui étaient pas les biens contre l'extrême droite. Je pense qu'il serait légitime quand même que de l'autre sens, ces personnes puissent voter pour qui on a voté, votent, pour des humanistes, des progressistes et des gens, des femmes et des hommes de gauche et de l'écologie pour faire barrage à l'extrême droite. Nicolas Cadel, vous êtes candidat dans la 6e circonscription du Gard. Moi, 30 deniers pour Réli Garret. Si j'étais dans cette circonscription, je voterais pour vous et j'encourage toutes celles et ceux qui sont dans votre circonscription à le faire. Plus largement, je vous encourage partout où vous êtes en France à faire d'abord barrage au Rassemblement national et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en votant partout pour le Front populaire. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec beaucoup. nous, Nicolas Cadenne, ce soir. Si le chat a une dernière chose à ajouter, qu'ils le disent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Merci beaucoup, c'est Paris pour le compliment. Merci Uralski, exactement, qui dit merci pour vous et vive le nouveau front populaire. Eh bien, c'est un très beau mot de fin. Cette émission sera rediffusée sur YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. YouTube, TikTok, Instagram, Dailymotion, Twitter, c'est là où je me lâche sur la politique pour le coup Twitter. Vous pouvez également soutenir mes activités si vous voulez par un petit don sur Tipeee ou sur Ko-fi à votre bon cœur. Dieu vous le rendra si vous y croyez. Et sinon, eh bien, votre conscience sera contente et la mienne aussi. J'ai tapé sur mon bureau, ça fait un gros bruit pas très joli. Désolé de ça. Merci beaucoup à Vincent qui était avec nous silencieusement pour la technique.
encore, ce soir et on vous souhaite une excellente fin de campagne et on espère que qu'on Merci vous beaucoup. retrouvera sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'espère. Merci.